Bienvenue à tous dans World Affairs in Context. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Dans une démarche qui redéfinit profondément la notion de défense dans la géopolitique moderne, les pays de l'OTAN revoient discrètement leurs engagements en matière de dépenses militaires, et l'Ukraine se trouve au cœur de ce changement. Alors que les économies européennes sont en déclin, ce sont les contribuables qui devront continuer à financer la guerre par procuration contre la Russie. Des milliards d'euros d'aide, d'équipements militaires et de soutien industriel à Kiev pourraient bientôt être comptabilisés dans le nouvel objectif de dépenses de défense de l'OTAN, fixé à 5% du PIB. Comme vous pouvez le comprendre, ce changement va bien au-delà d'un simple ajustement comptable. Il marque un réalignement fondamental de la manière dont l'Occident envisage son implication, avec davantage de pertes humaines au détriment des vies ukrainiennes et russes. Selon les responsables de l'UE, la guerre doit continuer. Vous savez que concernant l'Ukraine, à Washington, il y a eu un engagement clair de la part des 32 alliés. Il existe une voie irréversible pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, sans date butoir, sans considérer cela comme faisant partie d'un accord de paix, mais bien comme un engagement à long terme de la part des 32 alliés. Et nous sommes en train de construire ce pont avec le commandement à Wiesbaden, avec le JTEC en Pologne, qui recueille toutes les leçons, et bien sûr, avec toutes les autres formes de coopération en cours entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine. Merci beaucoup. Alors, décomposons cela. Actuellement, l'OTAN exige de ses membres qu'ils consacrent au moins 2% de leur PIB individuel à la défense. C'est un objectif que seuls quelques pays ont respecté de façon constante, ce qui explique pourquoi le président américain Trump, comme vous le savez très bien, est si, disons, mécontent de l'UE. Et ce n'est bien sûr qu'une des nombreuses raisons. Mais avec la montée des tensions à travers l'Europe, le manque de volonté de l'Europe et de Zelensky de mettre fin à la guerre en Ukraine, et en ajoutant à cela l'incertitude stratégique croissante dans l'Indo-Pacifique, après le dernier discours de Xi, l'OTAN se prépare à relever cet objectif à 5%. Selon ce nouveau plan, 3,5% seraient consacrés aux dépenses militaires traditionnelles, telles que l'équipement, les salaires des troupes et la formation, mais 1,5% supplémentaire serait alloué à des dépenses liées à la défense au sens large. On peut dire que cela a très peu à voir avec de véritables besoins de défense, mais concerne plutôt des activités offensives et des tactiques de guerre hybrides déployées en Europe de l'Est, y compris sur le territoire russe, comme l'attestent les événements récents. C'est là que l'Ukraine entre en jeu. Des responsables de l'OTAN, s'exprimant anonymement bien sûr, il n'y a donc pas de rapport direct avec les noms de ces responsables, ont confirmé que le soutien financier à l'armée ukrainienne serait comptabilisé dans cette catégorie élargie de 1,5%. L'OTAN semble donc avoir trouvé une faille pour prolonger le conflit en levant des fonds à canaliser vers cette guerre. Cela inclut de nouveaux achats d'équipements militaires pour l'Ukraine, des investissements dans les fabricants d'armes ukrainiens et d'autres contributions directes, à condition qu'il s'agisse de fonds frais, précise l'OTAN. Qu'est-ce qui ne sera pas pris en compte? Les dons provenant des arsenaux existants, comme les armes et équipements que les pays de l'OTAN possédaient déjà et ont simplement donné à l'Ukraine, ne seront pas comptabilisés. Ces dons avaient déjà été considérés comme des dépenses de défense lors de leur achat initial. Ainsi, pour éviter un double comptage, l'OTAN indique que seules les nouvelles dépenses sont désormais prises en compte. L'aide non militaire n'est pas non plus retenue. Cela inclut le soutien humanitaire, la réparation des infrastructures ou l'aide économique. Comme vous le savez probablement déjà, l'Ukraine est incapable de payer ses dettes et de financer le fonctionnement de son gouvernement sans aide extérieure, sans financement occidental. Sur le plan financier et politique,
on peut dire que l'Ukraine se rapproche de plus en plus du statut d'État en faillite. Rien que l'année dernière, les alliés de l'OTAN ont dépensé plus de 50 milliards d'euros en soutien militaire à l'Ukraine. Ce chiffre a largement dépassé leur objectif initial de 40 milliards de dollars. Cela inclut des systèmes de pointe comme des avions de chasse américains et des batteries de missiles patriotes. Comment l'OTAN et l'UQML justifient-elles cette augmentation du financement de leur guerre par procuration contre la Russie auprès de leur population? Je pense que c'est une question très importante. Comment la population européenne réagit-elle à cela? Qu'entendent-ils à ce sujet? Eh bien, l'OTAN semble déterminée à maintenir le récit éculé, selon lequel la capacité de Kiev à se défendre affecte directement la sécurité de l'OTAN. Et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui y croient. Ce site d'information européen, qui est en réalité une chaîne de propagande, affirme qu'il y a un soutien croissant pour une stratégie connue sous le nom de modèle danois. Ainsi, au lieu de faire don d'armes provenant de leurs propres stocks, de leurs propres arsenaux, les pays achètent désormais du matériel directement auprès de fabricants ukrainiens pour les forces ukrainiennes. L'OTAN estime que ce modèle offre deux avantages stratégiques, deux atouts. Premièrement, cela développe l'économie de défense de l'Ukraine, ce qui est assez étrange à mon avis, étant donné qu'il faut évidemment d'importantes ressources logistiques et humaines pour que quelque chose de significatif et d'efficace soit créé sur le territoire ukrainien. Je ne suis donc pas vraiment sûre du type d'infrastructures ukrainiennes dans lesquelles ils investissent réellement. Deuxièmement, l'OTAN semble vouloir s'orienter vers ce modèle, ce qu'ils appellent le modèle danois, afin de préserver la préparation militaire des pays de l'OTAN, en évitant l'épuisement des stocks, comme cela a été le cas lorsqu'ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient à l'Ukraine pendant les premières années du conflit. À ce jour, 32 pays membres participent effectivement à ces négociations assez choquantes sur les conditions finales de ce cadre de dépenses de 5%. Alors que leurs propres économies déclinent, et je précise que cela dure depuis des années, ils sont entièrement concentrés sur l'augmentation des dépenses militaires au lieu de s'attaquer à leurs propres problèmes structurels économiques internes. C'est assez incroyable en réalité. Cela dit, il semble que les membres de l'OTAN souhaitent prendre une décision prochainement. Bien sûr, répondre aux attentes de Trump dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre l'UE et les États-Unis fait aussi partie du problème. Sans aucun doute, Trump utilise également les droits de douane sur l'UE comme levier. Une décision est attendue lorsque les dirigeants de l'OTAN se réuniront à La Haye les 24 et 25 juin de ce mois. Mais même si le cadre général est approuvé, les détails les plus précis pourraient ne pas être finalisés avant la fin de l'année. Il ne fait aucun doute que que Trump participe à l'effort de financement plus large, malgré le fait qu'il soit favorable à la fin du conflit, comme il l'a répété à de nombreuses reprises. Cependant, certains membres de sa propre administration sont fermement déterminés à poursuivre la guerre. Ce sont des faucons vis-à-vis de la Russie, comme Keith Kellogg, par exemple, qui prône l'utilisation des Ukrainiens pour infliger davantage de dégâts à la Russie, et il n'y voit aucun problème moral. Merci, sénateur. Sénateur, je pense que si l'on peut vaincre un adversaire stratégique sans utiliser de troupes américaines, c'est le summum du professionnalisme. Car laisser les Ukrainiens s'en charger élimine un adversaire stratégique, ce qui nous permet ensuite de nous concentrer sur ce qui devrait être notre priorité, à savoir notre principal adversaire, qui est la Chine à l'heure actuelle. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne pense pas que nous ayons besoin d'envoyer des troupes américaines là-bas. Et si nous échouons, nous pourrions être contraints de mener une nouvelle guerre en Europe, peut-être pour la 3e fois. Et je ne pense pas que nous devrions ou que nous ayons besoin de le faire non plus.
Et bien sûr, nous avons Lindsey Graham, qui n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'aimait pas. Selon des données internes de l'OTAN, les pays européens ont fourni environ 60% de l'aide militaire à l'Ukraine l'année dernière, les 40% restants provenant des États-Unis. En s'engageant à financer les besoins militaires de l'Ukraine, les membres de l'OTAN signalent effectivement au monde entier qu'ils ne sont pas disposés à soutenir les efforts de consolidation de la paix pour mettre fin au conflit. Après l'attentat terroriste contre 2 trains en Russie, quelques jours avant le deuxième tour des pourparlers de paix à Istanbul, et bien sûr l'opération Spiderweb de l'Ukraine, l'OTAN se rapproche de plus en plus d'une confrontation directe avec la Russie, et elle affiche clairement ses intentions pour que tout le monde puisse les voir. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela fait vraiment la différence. Aimez, abonnez-vous et partagez. Activez les notifications en cliquant sur la cloche. Et pour plus de contenu, assurez-vous d'être abonné sur worldaffairsandcontext.com. C'est ma page Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver tous. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. Bye for now.